Bonjour, chers étudiants, chères étudiantes. Aujourd'hui, on va continuer le cours de l'électricité 3. Donc, on s'est arrêté autrefois dans le chapitre 3. Donc, voilà, le titre, c'est l'équation du champ électromagnétique. Donc, nous avons déjà rappelé les équations de Maxwell. Donc, maintenant, on va faire un rappel sur les lois de l'électromagnétisme en régime stationnaire. Donc, cette partie est déjà vue. Donc, là, nous avons parlé du champ des lois locales, à savoir les équations de Maxwell-Gauss. Donc, la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0 et rotationnelle de E est égale à 0. Donc, ensuite, nous avons déjà vu l'équation de Maxwell-Thomson. Donc, la divergence de B est égale à 0 et rotationnelle de B est égale à μ0 fois J. G, c'est la densité de courant. Et donc, nous avons ici établi comment on va résoudre les équations. Donc, on va utiliser la forme de la loi intégrale pour résoudre l'équation de Gauss et l'équation du théorème d'Ampère. Donc, de la même manière, nous avons parlé autrefois sur les lois locales pour les potentiels électriques et le potentiel vecteur. Donc, cette partie est déjà vue. Donc, on va passer maintenant à la loi de l'électrodynamique. Donc, l'expérience montre que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0 et la divergence de B égale à 0 reste valable en régime dépendant du temps. Donc, par ailleurs, on sait que lorsqu'on fait varier lentement le champ magnétique B au cours du temps, il apparaît un champ électrique induit. C'est ce qu'on appelle la loi de variation électromagnétique et on va l'appeler par la suite la loi de Maxwell-Faraday. Donc, cette loi, elle est donnée dans l'équation numéro 2. Donc, rotationnelle de E est égale à moins d de B sur d de t. Donc voilà, on va adopter rotationnel la divergence de cette équation à gauche à droite pour dire que divergence de rotationnel de E est égale à moins d de t, divergence de B est égale à 0. Donc comme divergence de B est égale à 0, donc divergence rotationnelle du champ électrique égale à 0. Ce qui est impératif car tout le champ rotationnel est à divergence nulle. Donc la relation rotationnelle de B est égale à μ0 J, donc je rappelle ici que J c'est la densité de courant, n'est plus compatible avec la conservation de la charge en régime dépendant du temps. En effet, l'équation de la continuité s'écrit sous la forme divergence de J est égale à moins ρ sur d de t. Donc on va revenir à l'équation de la loi d'Ampère, rotationnelle de B est égale à μ0 fois J. Donc, on va adopter à gauche et à droite rotationnelle, divergence rotationnelle de B pour enfin arriver à moins μ0 d de t sur d de t. Ce qui est bien sûr en contradiction avec ce que nous avons déjà vu, divergence rotationnelle de B égale à 0. Donc, pour lever cette contradiction, Maxwell a proposé de remplacer la densité de courant J par J plus epsilon 0 d de E sur d de t. Donc, dans l'équation divergence de E sur d ρ sur epsilon 0, on va appliquer J plus epsilon 0, ou bien la proposition, ou bien l'approximation que nous avons introduite, pour arriver enfin à l'équation numéro 4, donc d de ρ sur d de t est égal à divergence de epsilon 0 d de E sur d de t. Donc, comme rotationnel de B est égal à μ0 fois J, et si on remplace J par J plus epsilon 0 d de E sur d de t, on aura par la suite rotationnel de B est égal à μ0 J plus epsilon 0 d de E sur d de t. Donc, nous avons obtenu finalement que divergence rotationnelle de B est égale à μ0, la divergence de J plus epsilon 0 d de E sur d de t est égale à 0. Donc, le terme epsilon 0 d de E sur d de t est homogène à une densité de courant J appelée courant de déplacement et il ne correspond à aucun mouvement de charge réel au point où on le calcule. Donc, en l'absence de courant J égale à 0, le terme epsilon 0 d de E sur d de t traduit l'existence de l'effet magnétoélectrique et donc c'est un phénomène qui est analogue à celui de l'induction
électromagnétique. Donc maintenant, on va passer aux équations de Maxwell. Et donc ces équations sont résumées dans le tableau ci-dessous. Donc dans la première colonne, il y a donc la première ligne plutôt, il y a les équations, les 4 équations de Maxwell. Et donc la deuxième colonne, c'est la forme intégrale. Et la dernière colonne, c'est la signification physique de chaque élément. Donc la première équation de Maxwell, c'est divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Et donc c'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Gauss. Et donc sa forme intégrale, c'est ce qu'on appelle théorème de Gauss. Et donc là, sa signification physique, il y a l'existence de charge électrique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ρ, c'est la densité volumique de charge. Donc la deuxième équation de Maxwell, divergence de B est égale à 0. Et donc là, sa forme intégrale, donc on parle de la conservation du flux de champ magnétique B. Et ici, comme divergence de B est égale à 0, et donc il n'y a pas de charge, magnétique ici. Donc la troisième équation, c'est théorème, donc c'est l'équation de Maxwell-Faraday. Rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de t, avec ici sa forme intégrale, elle est basée sur la loi de Faraday, E est égal à moins d de phi sur d de t. Et donc là, pour la signification physique, toute variation de B induit une variation du champ, ou bien induit la variation du champ électrique. Donc la dernière équation de Maxwell, c'est rotationnel de B est égal à mu 0, J plus epsilon 0 d de E sur d de T. Et ça, c'est sa forme intégrale. Elle est basée sur le théorème d'Ampère généralisé. Et donc là, la signification physique, il y a un mouvement de charge. Donc, toute variation du champ électrique, bien sûr, et la densité de courant induisent aussi la variation du champ magnétique B. Donc, ces équations doivent être complétées par la force de Lorentz exercée sur une charge potentielle Q animée par la vitesse VE. Donc, VE, c'est une vitesse d'entraînement. Et donc, nous avons vu au chapitre 3 comment nous avons calculé la force de Lorentz, qui égale à la charge fois le champ électrique plus la vitesse d'entraînement vectorielle B. Donc, maintenant, on va passer au paragraphe 4. Et dans laquelle on va parler de l'invariance de George. Donc, il dit là que l'équation de divergence de B égale à 0, donc, montre que le champ, bien sûr, elle est rotationnel. Comme on a déjà vu en S3 que B égale à rotationnel de A, avec A et le potentiel vecteur, donc on va introduire l'équation de Maxwell, Faraday pour obtenir que rotationnel de B est égal à rotationnel de moins d de A sur d de t, ce qui permet de revenir à ce que nous avons introduit au chapitre numéro 2, que le champ électrique est égal à moins gradient de V et que le champ magnétique est égal à moins d de A sur A plus V, la vitesse d'entraînement vectorielle B. Et donc ici, je rappelle ici A, c'est le potentiel vecteur. Donc, on va introduire ça dans l'équation de la force qui est égale à la charge plus ES plus EM, donc le champ électrique et le champ magnétique. Et donc, par identification avec la loi de Lorentz que nous avons introduit dans l'équation numéro 6, donc on va obtenir que le champ électrique est égal à moins gradient de V, moins d de A sur d de T. Donc, bien sûr, ici, V, c'est le potentiel scalaire et ça est A, le potentiel vecteur. Donc, il est identifié avec le potentiel électrostatique en régime indépendant du temps. Donc, maintenant, on va parler du couple champ électrique-champ magnétique et du couple potentiel vecteur, potentiel scalaire. Donc, on connaît l'équation rotationnelle du potentiel vecteur plus gradient de F est égal à rotationnel de A plus rotationnel gradient de F est égal à rotationnel de A, comme nous avons, parce qu'en fait, rotationnel de gradient de F égale à 0. Donc, ensuite, on va introduire une approximation dans laquelle on va introduire un potentiel vecteur A' qui égale à le potentiel vecteur plus gradient de F.
Donc, alors l'équation 8, donc je vais revenir à l'équation 8, E est égal à moins gradient de V moins D de A sur D de T. Donc, il va devenir, donc je vais introduire A' dans l'équation pour obtenir enfin E est égal à moins gradient de V moins D de A' sur D de T plus gradient D de F sur D de T. Donc, on va regrouper les éléments qui contiennent le gradient. Donc là, ça est montré dans l'équation numéro 9. Donc, E est égal à moins D de A sur D de T, à moins D de A' sur D de T moins gradient de la dérivée de la fonction f sur d de t plus v. Donc, on va adopter la même chose pour le potentiel vecteur, et donc, pour obtenir un couple, A' est égal à A plus gradient de d de f, et v' est égal à v moins d de f sur d de t. Donc là, donc normalement, nous avons arrivé à un couple potentiel vecteur, potentiel scalaire, ce qui par la suite de passer à des changements pour qu'on puisse arriver carrément à un couple aussi de champ électrique et champ magnétique. Donc, il est toujours valable ou bien possible de choisir que V égale à 0, de sorte que le champ électrique est égal à moins d de A sur d de T. Maintenant, après avoir défini le couple du champ électrique, champ magnétique et le potentiel vecteur, potentiel scalaire, on va passer aux équations de propagation. Donc là, on va revenir aux équations de Maxwell. Donc, rotationnel de B est égal à moins, rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de T, et rotationnel de B est égal à mu0, la densité de courant plus epsilon 0. Donc, sachant que epsilon 0, c'est la permittivité dans le vide, fois d de fois d de E sur d de T. Donc, ces deux équations sont complètes car elles font intervenir à la fois le champ électrique et le champ magnétique de façon implicite au potentiel vecteur et au potentiel scalaire. Donc, il faut maintenant chercher les équations indépendantes pour le potentiel vecteur et le potentiel scalaire. Pour cela, on va essayer de travailler ou bien de développer les équations de propagation qui sont liées au potentiel vecteur A et ensuite les équations de propagation qui sont liées au potentiel vecteur. Donc, nous avons rotationnel de B, donc nous avons B est égal à rotationnel de A et E est égal à moins gradient de V moins D de A sur D de T. Donc, on va dériver par rapport au temps l'équation 11B. Donc, D de E sur D de T est égal à D au carré de A, D de T moins gradient D de V sur D de T. Et donc, cette équation va être avec bien sûr l'équation donc avec l'équation 11A qui va être reportée dans l'équation de Maxwell ampère. Donc, Maxwell ampère, c'est l'équation 10 pour arriver à rotationnel de B est égal à mu0, J plus epsilon 0, D de E sur D de T, ce qui donne après un développement que rotationnel de A est égal à mu0, J moins epsilon 0, D de A sur D de T plus gradient D de V sur D de T. Et donc là, c'est une équation qui est, qui est intitulée dans la diapo, c'est numéro 12. Dans le rappel mathématique, et ça c'est un rappel mathématique que nous avons établi dans l'électricité, donc dans l'électrostatique, que rotationnel de A égale à gradient divergence de A moins le Laplacien de A. Et donc on va calculer le Laplacien, donc qui va être carrément lié à l'équation numéro 12 pour obtenir que le Laplacien de A égale à moins mu0 la perméabilité, mu0 J plus epsilon 0 mu0 d de A au carré sur d de T plus mu0 epsilon 0 gradient de d de V sur d de T plus gradient divergence de A. Et donc, voilà, on va regrouper ces différents éléments pour obtenir l'équation numéro 13, déplacement, donc voilà, le d de A moins epsilon 0, moins epsilon 0 mu0, d au carré de A sur d de T est égal à moins mu0 G0 plus gradient divergence plus epsilon 0 mu0 d de V sur d de T. Donc pour une jauge de Lorentz, on peut imposer au potentiel vecteur et au potentiel scalaire une condition
une condition scalaire, ce qui détermine un choix de jauge. Donc, il est commode d'imposer ici la condition dite de Lorentz. Et donc, voilà, dite de Lorentz, divergence de A plus epsilon 0 d de V sur d de V sur d de T égale à 0. Ce qui permet de découpler le potentiel vecteur et le potentiel scalaire et obtenir l'équation numéro 15. Donc, d de A moins epsilon 0 mu 0, d de A au carré, d au carré de A sur d de T est égal à moins mu 0, epsilon 0. Donc voilà, donc ça c'est la première équation de propagation qui est liée au potentiel vecteur. Donc voilà, et cette équation s'appelle équation d'Alembert. Donc on va, si il n'y a pas de charge ou bien en absence de charge, donc J égale à 0 et on va obtenir l'équation 16, delta de A moins mu 0 epsilon 0 d A au carré sur d de T est égal à 0. Et donc, c'est ce qu'on appelle, donc 15 et 16 sont appelés l'équation de propagation, ou bien l'équation d'Alembert. Donc, 15 avec la présence de charge, la densité de courant J, et 16 avec l'absence de charge, donc J égale à 0. Donc, de la même manière, et avec la même procédure de calcul, nous avons passé à l'équation de propagation qui permet de développer l'équation d'Alembert liée au potentiel vecteur, au potentiel scalaire V. Donc, si on reporte l'équation E est égale à moins d de A sur d de T moins gradient de V dans la première équation de Maxwell, Gauss, divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0, on va obtenir divergence de E égale à moins divergence de la dérivée du potentiel vecteur par rapport au temps, moins divergence gradient égale à ρ sur epsilon 0. Donc, comme divergence gradient de V est égale à delta de V, donc on va avoir divergence de E est égale à moins d de T, divergence de A moins le Laplacien de V qui est égal à ρ sur epsilon 0. Donc, on va maintenant imposer la condition de Lorentz, divergence de A plus epsilon 0 mu 0 d de V sur d de T égale à 0. Et donc, on va obtenir que moins d sur d de T moins mu 0 epsilon 0 d de V sur d de T moins delta de V égale à ρ sur epsilon 0, ce qui permet d'écrire que epsilon 0 mu 0 d au carré de V sur d de T moins delta de V est égal à ρ sur epsilon 0. Donc, on va finalement dire que delta de V moins mu 0 epsilon 0 d au carré de V sur d de T est égal à moins ρ sur epsilon 0. Et ça s'appelle l'équation d'Alembert qui est liée à la propagation au potentiel scalaire. Bien sûr, avec l'absence de charge, et là c'est la masse volumique ρ égale à 0, on peut obtenir que delta de V moins mu 0 epsilon 0 d au carré de V sur d de T est égal à 0. Donc là, on va faire une remarque. L'analogie entre l'équation de propagation A et l'équation de propagation V est remarquable. Donc la connaissance de l'équation de propagation, par exemple une fonction ρ qui dépend de la position et le temps, permet d'avoir la solution de l'équation d'éléments, et ça on va le voir plus tard, qui correspond à la même fonction J qui contient aussi la position et le temps. Et donc là, le passage de la première à la deuxième, il suffit uniquement de changer epsilon 0 par 1 sur mu 0. Et donc, connaissons par exemple l'équation d'Alembert liée au potentiel vecteur avec la présence de charge J0 qui est la densité de courant. Et donc, A qui va être remplacé par V, epsilon 0 va être remplacé par epsilon, mu 0 va être remplacé par 1 sur mu 0, et la densité de courant J va être remplacée par ρ pour obtenir enfin l'équation d'Alembert liée au potentiel vecteur. Donc, la deuxième remarque, c'est que les équations de propagation liées au potentiel vecteur et au potentiel scalaire peuvent être déduites facilement entre elles, soit directement par les équations de Maxwell. Donc, on peut jongler d'une équation à une autre
Par exemple, connaissant l'équation de propagation liée au potentiel vecteur, on peut facilement obtenir l'équation de propagation liée au potentiel scalaire. Donc, on va maintenant passer à l'équation de propagation de l'énergie électromagnétique. Et on va commencer par le vecteur de Poynting. Donc, on caractérise le transfert de l'énergie électromagnétique par un vecteur densité de courant d'énergie appelé vecteur de Poynting, S, tout comme l'écoulement des charges électriques. Cet écoulement est caractérisé par le vecteur densité de courant de charge J. Donc, bien, la direction et le sens de S sont ceux de l'écoulement de l'énergie et sa norme est le flux d'énergie électromagnétique par unité de surface. Donc, à travers la surface S, définie par le vecteur d sigma, l'on transporte le flux d'énergie, donc il est donné par d de P est égal à S fois d de sigma. Donc, le vecteur de Poynting énoncé par Henri Poynting concerne la conservation de l'énergie dans un champ électromagnétique. Donc, il établit une relation entre l'énergie électromagnétique, l'énergie perdue par effet Joule et le flux des vecteurs de Poynting. Donc, cet ensemble est défini dans l'équation numéro 19. Donc, j'intègre ici, bien sûr, sur un espace volumique. Et donc moins l'intégrale de d de WM sur d de t fois tau égale à l'intégrale sur un espace volumique, la divergence de pi, d de tau, plus l'espace, bien sûr, sur l'intégration de l'espace volumique, la densité de courant fois E fois d de tau. D de tau, c'est le volume. Donc, bien sûr, avec EM ici, égale à l'énergie, donc l'énergie électromagnétique égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, l'énergie électrique volumique, bien sûr, elle est donnée ou bien égale à 1 demi epsilon 0 fois E au carré. L'énergie magnétique volumique égale à B au carré sur 2 mi 0. Et donc, c'est-à-dire que W, l'énergie électromagnétique, est égale à 1 demi epsilon 0 au carré plus 1 demi B au carré sur epsilon 0. Et donc, P est... donc, par la suite, on va démontrer cette relation. C'est très simple. Donc, on va donner plus tard la démonstration de cette relation. Et P est le vecteur du Poynting défini par P est égal à E vectoriel B sur epsilon 0. Donc, elle est homogène, bien sûr, à une puissance surfacique exprimée dans le système international par le watt mètre sur mètre carré moins 2. Donc, E et J, ici, donc voilà, donc E et J est la puissance joule volumique cédée à la matière par le champ électromagnétique, soit sous forme locale. Et donc là, on va les calculer sous cette forme, moins d de t epsilon 0 au carré. Donc ça veut dire quoi? L'énergie électrique plus l'énergie magnétique, qui égale la divergence de vecteur de Poynting plus J fois E. Soit sous forme générale, et donc là, on va revenir à l'ancienne notation que moins d sur d de t, le champ électrique, le déplacement électrique sur 2, plus le champ magnétique et l'excitation magnétique sur 2, qui égale à la divergence de E vectoriel excitation magnétique plus G fois le champ électrique. Donc P ici, c'est toujours le vecteur de Poynting, E le champ électrique, D l'induction électrique ou bien le déplacement électrique, et B le champ magnétique, H et l'excitation magnétique, et G la densité de courant, epsilon 0 la permittivité du vide et mu 0 la perméabilité des vides. Donc on va passer à la démonstration, c'est très simple. Donc on sait que B est égal à mu 0 fois H et le déplacement D est égal à epsilon 0 fois E. Donc, on va calculer la divergence du vecteur de Poynting P qui égale la divergence de E vectorielle excitation magnétique. Et donc, qui égale à la divergence de E sur B sur mu 0. Donc, si je développe, la divergence de P égale à moins 1, donc moins 1 sur mu 0, E rotationnel,
Donc là, j'ai carrément calculé le produit entre rotationnel et donc produit de la fonction rotationnelle. Donc, connaissant que rotationnel de B est égal à mu0 J plus epsilon 0 d de E sur d de T, et rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de T, on va intégrer l'ensemble dans le vecteur de pointing divergence de B pour obtenir que la divergence de P est égale à moins 1 sur mu0 E, donc entre parenthèses là, mu0 fois J plus epsilon 0 mu0 d de E sur d de T, moins 1 sur mu0 fois B, d de B sur d de T. Donc c'est très simple, et cette équation-là égale, donc regardez, là on développe, donc je vais développer. Si je développe, je vais là simplifier par mu0, et donc il me reste que moins le champ électrique fois la densité de courant. Et ensuite, je vais avoir E, d de E sur d de T, et ça, ce n'est que moins 1,5 epsilon 0, d de E au carré sur d de T. C'est comme Gx fois x' fois sa dérivée. Et donc, pour l'autre, j'ai la même chose, moins 1,5 mu0, d de B au carré sur d de T. Et donc voilà la divergence de vecteur de pointing égale à moins E fois J moins D de l'énergie électromagnétique sur D de T, sachant que l'énergie électromagnétique, c'est ça ce qu'on cherche, que WEM, ou bien l'énergie électromagnétique, est égale à 1,5 epsilon 0 E au carré plus B au carré sur 2 mu0. Donc voilà, c'est ça ce qu'on cherche au départ, ici, donc de l'énergie électromagnétique. Maintenant, on va passer à l'équation, ou bien à la propagation dans le vide en l'absence de charge. Donc là, les équations de Maxwell que nous avons définies auparavant, avec bien sûr la présence de charge, J, donc la densité de courant et la masse volumique, et donc la première, elle est liée au potentiel vecteur, avec bien sûr qui égale à moins mu0 la densité de courant. La deuxième, elle est liée au potentiel scalaire qui égale à moins ρ sur mu0. Donc nous avons dit qu'en absence de charge, la densité de courant et la masse volumique sont nulles, ce qui permet d'obtenir les nouvelles équations d'Alembert en absence de charge. Donc, on obtient l'équation de propagation B en prenant le rotationnel des deux membres de l'équation d'Alembert liée au potentiel vecteur. Donc, c'est très simple de faire le passage de l'une à l'autre. Donc, voilà, maintenant, on a le couple V et A, et on va chercher le couple champ électrique et champ magnétique. Donc, on a rotationnel de delta de A, moins mu0, epsilon 0, rotationnel de D au carré sur D de T égale à 0, ce qui donne que rotationnel de A, moins mu0, epsilon 0, D au carré sur D de T, rotationnel de A égale à 0. Donc, comme B égale à rotationnel de A, donc c'est très simple, il suffit tout simplement, dans cette équation, de remplacer rotationnel de A par B, la même chose ici, pour obtenir l'équation d'Alembert liée au champ magnétique B. Donc, delta de B moins mu0 epsilon 0, D au carré de B sur D de T est égal à 0. Donc là, il est donné dans l'équation 22. Donc, on va, de la même manière, on va calculer l'équation d'Alembert liée au champ électrique. Donc, pour cela, on va partir de l'équation E est égal à moins d de A sur d de T moins gradient de V sur moins gradient de V. Donc, si on remplace dans l'équation de rotation, dans l'équation du potentiel, ou bien dans l'équation d'Alembert liée au potentiel scalaire, on va obtenir que moins gradient de delta de V plus mu0 epsilon 0 gradient de D au carré de V sur D de T est égal à 0. Donc voilà, on va carrément développer tout ça. Bien sûr, on va remplacer ici ces éléments pour obtenir enfin delta de E plus delta D de A sur D de T moins mu0 epsilon 0 D de E sur D de T moins mu0 epsilon 0 D au carré sur D de T D de A sur D de T égale à 0.
Donc voilà carrément, je vais regrouper les éléments du potentiel vecteur à côté et les éléments du champ électrique qui sont liés au champ électrique de l'autre côté pour obtenir enfin que delta de E moins mu 0 epsilon 0 d au carré du champ électrique sur d du t, plus cette quantité qui était déjà calculée et qui est égale à 0. Et donc, pour obtenir finalement l'équation 28 qui développe ou bien qui indique l'équation ou bien qui donne l'équation d'Alembert liée au champ électrique. Donc maintenant, c'est très simple, par la suite, on va essayer de passer à la vitesse, la célérité électromagnétique. Et donc, toutes les composantes de l'onde électromagnétique vérifient l'équation d'Alembert. Les ondes progressives se propageant avec la célérité c donnée par la relation mu0 epsilon 0 c au carré est égal à 1. Donc voilà, si je développe, si je calcule c, et donc par identification, connaissant la perméabilité, la permittivité epsilon 0, la perméabilité mu0, pour obtenir enfin la vitesse de la lumière qui est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et donc là, je peux retrouver à nouveau les équations d'Alembert qui sont liées au couple potentiel vecteur, potentiel scalaire, et les équations d'Alembert qui sont liées au couple champ électrique, champ électromagnétique. Donc, ils sont indiqués dans l'équation 24. Donc là, c'est très simple maintenant de passer d'une équation à l'autre. Tout simplement, on va adopter l'opérateur ou bien l'opérateur d'Alembert ou bien ce qu'on appelle l'opérateur d'alembertien. Delta moins 1 sur c au carré, la célérité de l'onde électromagnétique, d au carré sur d du t au carré. Par exemple, si par exemple on a une source qui contient par exemple une source S qui contient la position et le temps, donc on peut carrément, avec l'application de l'opérateur d'alembertien, on peut obtenir facilement l'équation d'Alembert qui est bien sûr liée à la source S. Donc cette équation de propagation et cette équation d'Alembert, l'ensemble des deux vecteurs E et B constitue une onde électromagnétique avec la célérité de l'onde. Donc là, on fait une remarque. Donc l'intégration des équations de propagation permet de déterminer le champ électrique et le champ magnétique. Donc cette intégration, dans cette intégration, on ne s'intéresse qu'au champ qui se propage, c'est-à-dire fonction à la fois du temps et de l'espace. C'est pour cela que nous avons défini carrément une source qui est liée à l'espace, donc voilà, l'espace, donc qui contient par exemple le temps et la position. Donc les champs constants sont pris égaux à 0, de même que les champs ne dépendent que du temps seul ou de l'espace seul. Donc, étant donné que nous avons maintenant développé les différentes équations d'Alembert qui sont liées au couple potentiel vecteur, potentiel scalaire et au couple champ électrique, champ magnétique, maintenant, on va passer aux conditions de passage lorsqu'il s'agit de deux milieux, par exemple un milieu vide et un milieu conducteur. Donc pour cela, on va considérer une surface S de séparation constituée de deux milieux. Donc voilà, le premier milieu s'appelle le vide, le deuxième milieu, c'est un milieu conducteur. Et donc soit M qui se trouve dans la surface de séparation. Donc on va supposer un point MA qui est caractérisé par le champ, voilà, dans un espace où on va avoir un champ électrique E1 et un champ magnétique B1, c'est-à-dire dans le vide, et un point M2 dans lequel on a le champ électrique E2 et le champ magnétique B2. Donc voilà, je vais carrément schématiser tout ça. Donc soit M, un point du milieu vide infiniment proche de S. Les champs électriques et électromagnétiques sont respectivement E1 et B1. Pareil, aussi, dans M2, on a le champ électrique E2 et le champ magnétique B2. Donc les conditions de passage établissent une correspondance entre E1
et E2 et B1 et E2. Donc voilà, avec les conditions de passage, on va essayer de trouver la relation qui lie le champ électrique dans le milieu vide et le champ électrique dans le milieu conducteur, pareil que le champ magnétique dans le milieu vide et le champ magnétique dans le milieu conducteur. Donc pour cela, pour établir cette correspondance, nous avons travaillé carrément sur les composantes normales et sur les composantes tangentielles. Donc on va commencer par la composante normale de le champ électrique. Donc pour cela, on va considérer un cylindre qui contient par exemple une base inférieure, là où j'ai M2, et donc qui est carrément, cette section, elle s'appelle D2S2, elle est orientée par un vecteur unitaire N2. Et j'ai une autre section D2S1, dont le point M, il est orienté par un vecteur unitaire N2. Et donc, vous voyez carrément, N1, il est opposé à N2. Et donc, dans la surface de séparation, je suppose que j'ai S. Et donc là, au centre, là, il est orienté par un vecteur unitaire N qui est parallèle à N1. Et je suppose que le cylindre a une épaisseur H qui est égale à M1, la longueur M1, M2. Voilà. Donc la suite, on va supposer que la hauteur du cylindre est très petite devant les dimensions transversales du cylindre. Donc on va supposer par la suite que H est très petite devant la base D2S1, la base supérieure D2S1 et la base inférieure D2S2. Donc prenons une surface sigma. Donc voilà, prenons une surface sigma ici, donc c'est la surface de séparation, donc définie par ce cylindre, et soit n un vecteur unitaire de la normale orienté du conducteur vers le vide. Donc voilà, ici il y a le milieu conducteur et l'autre c'est le vide. Donc le vecteur unitaire E1 de la normale D2S1 sortant du sigma est donc identique à n. Le vecteur unitaire N2 de la normale de D2S sortant de sigma, il est opposé bien sûr à N, et donc je vais écrire que N2 est égal à moins N1. Donc voilà, maintenant on va calculer le flux sortant. Donc le flux D2 phi de E, donc je vais adopter aussi le théorème de Gauss, qui est égal à E fois D2S1 plus E fois D2S plus E2, le champ électrique dans le milieu conducteur, plus fois D2S2, donc la section inférieure, plus la variation de flux de surface latérale. Donc la surface latérale, c'est carrément au niveau de la hauteur. Donc si je développe, donc je vais remplacer, donc je vais revenir ici, donc on voit carrément que D2S, elle est orientée par un vecteur unitaire, et donc je peux écrire que le vecteur D2S1 est égal, égal à une valeur scalaire D2S1 fois le vecteur unitaire N1, et pareil pour D2S2 vecteur qui est égal à moins N1 ou bien égal à N2 fois D2S en valeur algébrique. Donc voilà, il est indiqué ça, et plus la variation de la surface latérale. Donc, qui représente bien sûr le flux sortant de la surface latérale, il est donné par E fois D2S. Donc, comme j'ai dit auparavant que H qui est égal à M1, M2 est très petit, ou bien il est infiniment petit devant les dimensions transversales, et donc je vais avoir que D2S est très supérieur à D2S, et comme j'ai carrément à une structure cylindrique, je peux dire que D2S1 en valeur algébrique est égal à D2S2 en valeur algébrique. Et donc, par conséquent, je vais carrément avoir un E fois D2S parce qu'en fait, ils sont perpendiculaires, donc le produit est égal à 0. Et donc, je peux facilement calculer la variation du flux, E est égal à 1. Donc voilà, donc égal à le champ électrique, la composante normale du champ électrique dans le milieu vide, moins la composante normale du champ électrique dans le milieu conducteur, fois D2S fois N. Donc,
maintenant, il suffit maintenant de calculer les charges. Donc voilà, étant donné que j'ai deux milieux, un milieu vide et un milieu conducteur. Donc les charges intérieures dans le milieu vide, il n'y en a pas, donc égal à 0. Et les charges dans le milieu conducteur, donc là, étant donné que j'ai les charges, donc j'ai sigma d de S. Donc je vais revenir au théorème de Gauss. Donc égal, la somme du flux donc le flux égale à la somme de toutes les charges intérieures sur epsilon 0. Et donc je vais revenir aussi à l'équation du flux. Et donc voilà, avec calcul, je vais remplacer que Q intérieur est égal à sigma fois d de S sur epsilon 0. Et donc je peux simplifier à gauche et à droite par d de S pour obtenir enfin que la composante normale du milieu vide, moins la composante normale du milieu conducteur, portée par le vecteur n, est égale à sigma sur epsilon 0. Donc, après avoir calculé la composante normale du milieu conducteur et du milieu vide, donc voilà, on va passer à la composante normale du champ magnétique. Donc, on va suivre la même procédure de calcul pour trouver que le champ magnétique, la composante normale du champ magnétique dans le milieu vide égale la composante normale du champ magnétique du milieu conducteur. Donc là, il est indiqué dans l'équation 26. Donc maintenant, on va passer à la composante tangentielle du champ électrique. Pour cela, on va considérer un contour rectangulaire, tau. Donc NA, N'A, N'2 et N2 et NA, dans laquelle on va supposer que D de L1 est égal à la longueur, est égal à NA, N2, NA, N'A, et dL2 est égal à N2, N'2, et on va supposer que H ce n'est que les parties latérales, et donc c'est H est égal à NA, N2 est égal à N'A, N'2. Et donc, on va supposer que T, c'est un vecteur unitaire qui est un vecteur unitaire tangente et qui est situé en M dans le plan défini par delta et orienté, par exemple, dans le sens de D de L'. Donc voilà, on a T est parallèle à D de L'. Donc maintenant, on va calculer la circulation du champ électrique le long du contour delta, le long du contour rectangulaire delta. Donc E fois D de L est égal à la composante du champ électrique tangentiel fois D de L1 plus la composante du champ électrique, la composante tangentielle du milieu conducteur fois D de L2 égale à moins 1, égale à moins E1 de T, moins la composante du champ électrique dans le milieu conducteur. Donc ici, étant donné que c'est un contour rectangulaire, j'ai D de L1 en valeur algébrique égale à D de L2. Donc si on calcule le flux B traversant une surface quelconque, s'appuyant sur C delta, on a la circulation, ou bien on a le delta de B, donc j'intègre sur une surface, D de B, D de S est égal à B fois D de L fois H. Donc là, vous voyez carrément que D de S, ce n'est que D de L fois H. Il est en mètre au carré. Et donc, cette quantité est envers 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont perpendiculaires. Et donc, H, il est infiniment petit devant D de L, ce qui permet d'écrire que la composante tangentielle du milieu conducteur égale à la composante tangentielle du milieu vide. Donc, de la même manière, on va calculer la composante tangentielle B du champ électrique. On va procéder à la même technique de calcul. Et donc, on va calculer la circulation de B fois delta de L, qui égale la composante du champ électrique dans le milieu vide, moins la composante du champ, plutôt la composante du champ magnétique dans le milieu vide, moins la composante du champ magnétique dans le milieu conducteur, fois D de L. Donc, le flux du champ électrique traversant une surface s'appuie sur delta est négligeable. Et donc, si, par exemple,
B1 de T et B2 de T sont les composantes tangentielles dans le milieu conducteur et le milieu vide. Donc, on va écrire que la composante tangentielle dans le milieu vide moins la composante tangentielle dans le milieu conducteur fois d de L est égale à μ0 fois le courant enlacé. Et donc, pour cela, ici, on va distinguer deux sortes de courants enlacés. Donc, voilà les courants du type volumique circulant dans le conducteur et les courants surfaciques. Donc, pour les courants volumiques, je peux dire que le courant enlacé de nature volumique égale à μ0 fois J fois d de L fois H est donc égal à 0 ici. Et les courants surfaciques, donc pour cela, on va supposer un vecteur N', un vecteur unitaire N' situé dans le plan tangent en M à S et perpendiculaire à tau et orienté par le sens positif choisi sur tau. Et donc, si on calcule, donc je vais calculer le courant enlacé qui est de nature surfacique égal à un vecteur K, que je vais la définir, un vecteur K qui s'appelle densité surfacique du courant fois d de L fois N'. Et donc, je suppose que N' est égal à N vectoriel T. Donc, N, je vais revenir au schéma. Donc ici, je suppose carrément T, il est tangentiel, et je suppose un vecteur unitaire. Ici, il se dirige de M vers M1. Donc voilà. Donc pour calculer enfin la composante tangentielle dans le milieu vide, moins la composante tangentielle dans le milieu conducteur est égale à μ0 fois K. Voilà, donc voilà, entre parenthèses, je vais mettre N vectoriel T. Donc si je résume, donc voilà, donc nous avons déjà calculé le champ électrique dans le milieu conducteur, moins le champ électrique dans le milieu, plutôt inverse, le champ électrique dans le milieu vide, moins le champ électrique dans le milieu conducteur est égal à sigma, la densité surfacique sur epsilon 0 portée par le vecteur N, et B1 moins B2 est égal à μ0 K vectoriel N. Maintenant, on va passer au paragraphe 8, dans lequel on va parler sur les ondes planes électromagnétiques. Donc, l'onde électromagnétique est dite plane si le champ électrique et le champ magnétique ne dépendent qu'une seule coordonnée d'espace Z. Par exemple, là, je suppose que je vais aller dans cette direction, et donc, par exemple, si cette direction s'appelle Z, donc carrément, le champ électrique, il va contenir une seule composante, qui est carrément liée au sens de propagation. Pareil aussi pour Z. Et donc, je vais revenir à l'équation d'Alembert, qui est liée au champ électrique, et donc D de E, D au carré de E sur D de Z égale à 1 sur C au carré, D de E sur D de T au carré. Donc, vous voyez carrément que le champ électrique, il contient carrément une source qui est liée à la position M et le temps T. Et donc, on va supposer, donc la question maintenant, c'est de chercher la solution de cette équation. Et donc, pour là, on va poser carrément que cette solution permet de s'écrire sous la forme de E est égal à alpha, un vecteur alpha qui contient le temps et la position sur la vitesse, plus un autre vecteur bêta qui contient aussi le temps plus la position sur la vitesse. Et donc, vous voyez carrément que dans alpha, j'ai un signe moins et dans bêta, j'ai un signe plus. Et donc, le vecteur alpha qui contient T, contient T moins Z sur C, correspond bien sûr à une onde progressive, à une onde qui voyage. Et donc, voilà, c'est une onde qui se propage dans la direction croissante de Z. Pour B, c'est une onde, parce qu'en fait, il y a un plus, c'est une onde réfléchie. Et donc, par exemple, si on a un miroir, donc il y a une onde qui va voyager, ou bien on va l'appeler une onde progressive, et carrément, le miroir, il va refléter l'onde bêta, et c'est ce qu'on appelle l'onde réfléchie, et donc il va se propager
dans le sens décroissant de Z. Donc par exemple, si on considère une source O émettant des ondes électromagnétiques dans la direction Z, et si le milieu est supposé infini, ça veut dire une onde qui se propage infiniment, pour un observateur M, donc il va recevoir par exemple une onde, progressive, c'est comme indiqué dans la figure. Et donc vous voyez carrément, il y a une onde qui se propage, et ça on peut faire allusion à ce qu'on appelle les ondes guidées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se propagent d'une manière infinie. Et donc, on voit ici, il n'y a aucune onde réfléchie qui se propage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le milieu est supposé infini. Si au contraire, on va mettre un miroir dans la direction de Z, juste après M, et donc pour l'observateur M, s'il y avait carrément une onde progressive qui se propage dans la direction de Z, une fois qu'il va y arriver au miroir, il va se réfléchir et donc on va obtenir carrément une onde réfléchie. Et ça, pour cela, on va obtenir bêta. Donc maintenant, intéressons-nous à l'onde progressive comme le champ électrique, ou bien comme le champ électrique n'est pas une fonction de Z et de T. Donc pour cela, je vais avoir la divergence de E est égale à 0, ce qui permet de dire que d de EZ sur d de T est égal à 0, et donc ça veut dire que EZ est une constante. Si on suppose que cette constante est nulle, donc je vais avoir que de Z égale à 0. De la même manière, avec la même technique de procédure, on peut avoir que B de Z égale à 0. Donc, considérons maintenant, on va supposer que le champ électrique, il contient uniquement comme solution une onde progressive alpha. Donc, je vais écrire que E est égal à alpha, T moins Z sur C. Et si on suppose que alpha et alpha x et alpha y sont les composants, donc voilà, les composantes sur les axes OX, OY de alpha. Et donc on peut les appeler aussi, c'est ce qu'on peut les appeler les composantes transversales. Donc si je calcule rotationnel de E, donc on sait l'expression de rotationnel, comment on va les développer, et donc est égal à moins d de alpha y sur d de z est égal à 1 sur c alpha prime de y, sachant que alpha prime est égal à d de alpha sur d de t. Pareil, d de alpha de x sur d de z égale à moins 1 sur c alpha prime de x avec alpha prime de x est égal à d de alpha sur d de x. Et donc, sur la partie z, on n'a rien, 0. Et donc, si je sors 1 sur c, je vais obtenir que rotationnel de alpha, rotationnel de E est égal à 1 sur c moins d de alpha y sur d de t sur la direction de OX et sur la direction de OY, j'ai plus d de alpha x sur d de t. Donc, ce qui permet d'écrire que rotationnel de E est égal à moins 1 sur C fois le EZ vectoriel d de E sur d de T, et rotationnel de B est égal à moins 1 sur C E de Z vectoriel d de B sur d de T. Donc, comme rotationnel de E est égal à moins d de B sur d de T, c'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell. Donc, on va remplacer chaque élément ici, étant donné qu'on connaît le rotationnel, pour obtenir que 1 sur C fois EX vectoriel d de E sur d de T est égal à d de B sur d de T. Comme nous nous intéressons qu'au champ fonction de T et de Z à la fois, en intégrant membre à membre, je peux obtenir là, à partir de cette équation, je peux obtenir que B est égal à 1 sur C, E de Z vectoriel E. Et si on suppose maintenant, on va essayer carrément d'écrire sous forme de vecteur. Donc on va supposer que C se propage dans la direction de Z. Et donc je vais avoir C comme vecteur est égal, la valeur algébrique portée par la direction de Z, qui est donnée bien sûr un vecteur qui s'appelle vecteur de célérité.
et je peux écrire que B est égal à C vectoriel E sur C au carré. Avec l'utilisation du produit vectoriel, on peut calculer facilement que E est égal à C vectoriel B. Donc on peut représenter ça facilement dans la figure ci-contre. Donc j'ai carrément un X, Y et Z. Je suppose que C il se propage dans la direction de Z. Et donc, connaissant B, on peut facilement calculer le champ électrique E. Donc, remarque, on peut montrer immédiatement qu'entre les normes du champ électrique et du champ magnétique, il existe une relation qui égale E est égal à C fois B. Maintenant, on va passer à l'onde plane monochromatique. L'onde est dite monochromatique si les solutions de l'onde progressive et de l'onde réfléchie sont des fonctions sinusoïdales avec bien sûr oméga et la pulsation. Donc si on s'intéresse maintenant à une onde progressive, l'expression du champ électrique peut avoir deux fonctions. Donc il va être représenté par une fonction sinusoïdale, une fonction sinusoïdale. E est égal à l'amplitude cosinus oméga du t 1 moins t sur c, portée par la direction OX, et une autre fonction OY, donc voilà l'amplitude OY, cosinus oméga t moins t plus t moins z sur c plus phi. Donc on va dire carrément que l'onde, que la première, donc voilà, entre les deux, on a carrément un déphasage. Donc les deux composantes a priori peuvent par exemple présenter un déphasage comme indiqué ici dans l'équation 34. Donc cette dernière peut être utilisée. Donc voilà, on va utiliser carrément les notations complexes, étant donné qu'on peut convertir les fonctions trigonométriques à une écriture complexe. Et donc je peux écrire que donc le champ électrique en notation complexe égale l'amplitude en notation complexe fois OX fois le vecteur unitaire OX, pareil, plus EY en notation complexe fois OY. Pareil que B, je peux avoir aussi B est égal à BEX plus BY en notation complexe, bien sûr, répartie selon OX et selon OY. Donc, si on utilise l'équation de Maxwell, Faraday, rotationnel de B est égal à moins d de B sur d de t, et donc je vais avoir rotationnel de E est égal à moins 1 sur C vecteur, donc EZ, vectoriel d de E sur d de t, qui égale à moins J oméga sur C fois EZ vectoriel E. Pour B, je vais avoir moins d de B sur d de t est égal à J W fois B, ce qui permet de calculer facilement le champ magnétique B qui égale à C vectoriel C sur C au carré. Donc remarque, la particularité entre le champ électrique et le champ magnétique s'écrit alors sous la forme de EX en notation complexe fois BX en notation complexe plus OY en notation complexe fois BY en notation complexe égale à 0. Maintenant, on va passer à l'onde plane monochromatique polarisée elliptiquement. Donc, pour une onde plane monochromatique polarisée elliptiquement, donc on va avoir E est égal à une composante EX et une composante EY, dans laquelle la composante EX elle est définie par une fonction sinusoïdale, l'amplitude plus cosinus oméga du t, z, donc vous voyez carrément, on est toujours dans le cas d'une onde progressive. Pareil pour la composante EY, donc on a l'amplitude avec la même onde progressive plus un déphasage. On va supposer que les deux ondes sont déphasées. C'est-à-dire déphasées, elles représentent un déphasage. Et donc voilà, donc cette onde peut être représentée sous forme elliptique, E qui décrit, voilà, carrément qui décrit par exemple dans un rectangle de côté de OX et de OY. Donc vous voyez carrément que EX, il y a une composante de
voilà, c'est inverse ici. Hein. Il y a une composante ici, c'est un plus de EX. J'aurai moins EY ici. Et que la somme du 2, c'est 2EX. Pareil aussi sur la composante Y. C'est inversé ici. Hein. Donc, je vais avoir ici X et là, je vais avoir Y. Donc, si on élimine le temps entre EX et Y, on peut montrer facilement que EX au carré sur l'amplitude fois sinus de alpha au carré plus EY au carré sur l'amplitude de EY sinus de alpha moins 2EX EY sur le produit fois cosinus de alpha sur le produit des deux amplitudes fois sinus de alpha égale à 1. Et donc, on va démontrer ça, c'est très simple. Donc, connaissant EX, donc voilà, la composante, donc EX est égale à l'amplitude fois cosinus oméga de t moins z sur c, fois EX, qui est égal à EX cosinus oméga de t moins oméga z sur c, fois EX, avec k, c'est un vecteur d'onde, qui est égal à oméga sur c. Donc, je vais écrire que je vais ramener l'amplitude en dénominateur pour avoir EX sur l'amplitude égale à cosinus oméga de t moins k fois z. Pareil pour la deuxième solution, pour la deuxième fonction trigonométrique qui contient le déphasage phi. Et donc, je vais carrément développer cosinus oméga t moins z sur c moins phi sous forme de cosinus de a moins b qui est égal à cosinus de a cosinus de b plus sinus de a sinus de b. Et donc, si je développe cette quantité, je peux avoir que le cosinus de y sur l'amplitude égale à, plutôt le EY sur l'amplitude est égal à cosinus oméga de t moins k de z moins phi. Et si je développe cette quantité, égale à cosinus oméga de t moins kz cosinus de phi, plus sinus fois le cosinus de phi. Donc voilà, je vais ramener le cosinus de l'autre côté, pour avoir, pour que EY sur l'amplitude moins cosinus égale à sinus oméga de t moins kz fois sinus de phi. Donc si on divise, je vais carrément diviser ici par le sinus de phi. Si je divise par sinus de phi, je vais avoir EY fois l'amplitude fois sinus de phi moins cosinus oméga de t moins kz tangente. Étant donné que je dérive ici, je dérive sur sinus, donc j'aurai cosinus sur sinus, et là, je vais avoir un cotangente qui est égal à sinus de oméga de t moins k de z. Donc voilà, donc j'ai 1 et j'ai 2. Et donc 1 dans 2 permet d'avoir cette expression que je vais l'appeler par la suite E3. Et donc je vais calculer I1 au carré, donc là I1 au carré, et je vais calculer, donc voilà, je vais revenir ici, I1 au carré, c'est-à-dire EX au carré sur l'amplitude au carré est égal à cosinus au carré oméga de t moins kz, donc voilà ici c'est le taux au carré, et 3, je calcule tout au carré, donc cette quantité au carré qui est égale à sinus au carré de oméga de t moins k de z. Et après, je vais sommer les deux expressions. Donc si je somme les deux expressions, vous voyez carrément que la première, j'ai carrément la fonction progressive de EX sur son amplitude, le taux au carré. Et la deuxième, c'est carrément OY sur l'amplitude fois sinus de phi moins OX sur son amplitude cotangente au carré. Et là, je vais avoir sinus au carré plus cosinus au carré. Et là, c'est égal à l'unité. Donc ça, c'est comme une identité remarquable. Je développe l'expression pour obtenir que EX au carré sur son amplitude plus EY sur son amplitude fois sinus de phi, le tout au carré, plus OX sur son amplitude fois cotangente de alpha au carré égale à moins 2. C'est une identité remarquable que j'ai développée ici. Donc si je fais un calcul,
Donc pour obtenir enfin que le EX sur OX sur son amplitude sinus de phi au carré, plus EY sur son amplitude fois sinus de phi le tout au carré, moins 2 OX, OY cosinus de phi sur l'amplitude du champ électrique OY fois sinus de phi égale à 1. Et donc finalement, on peut obtenir dans l'équation 35 ce qu'on vous demande de développer par la suite.